Bonjour à tous, allez, nous voici dans cette troisième et dernière vidéo pour vous parler du train arrière de la 306 S16. Donc voilà, vous pouvez voir une petite vue de mon garage qui fait 17 mètres carrés. Il n'est pas très grand, mais ça suffit pour faire un peu de mécanique sur une 306. Bon, en se sentant parfois à l'étroit, mais ça vaut parfois quelques jurons. Mais bon, globalement, on y arrive. Alors, vous pouvez voir que le train arrière il est déjà remonté. Dans l'idéal, j'aurais aimé faire une vidéo assez complète façon tuto mécanique pour vous expliquer comment remonter un train arrière sur une 306, mais je me suis rendu compte que c'était assez compliqué de faire ces vidéos tuto mécanique. Ça demande beaucoup de temps, faut s'arrêter souvent, faut expliquer, trouver le bon angle pour filmer. C'est assez fastidieux et j'ai pas eu cette patience. Du coup, je me suis dit on va faire autrement, je vais faire beaucoup de photos et puis je ferai une vidéo en passant en voix off pour vous raconter, vous expliquer un petit peu tout ce que j'ai pu rencontrer et faire lors de ce chantier. Alors, avant de passer en voix off, je vais me pencher sous la voiture, vous montrer un petit peu maintenant comment ça se présente, maintenant que tout a été refait à neuf, et puis je passerai en voix off juste après. Allez, on va se pencher un petit peu en dessous, on va voir ça. Donc nous voilà sous la voiture, donc c'est vraiment très chouette, hein. Tout a été refait, repeint, remplacé, donc on se rapproche vraiment des qualités nominales de la voiture, avec un aspect vraiment très sympa. Voilà, donc bon, il n'y a pas la roue de secours, c'est pas de la chasse au poids, c'est juste que je voulais vous montrer, avoir une vue dégagée pour vous montrer tout ça, parce que sinon la roue de secours cache beaucoup. Voilà, donc tout a été refait, repeint, remplacé. Voilà, c'est vraiment chouette. Je suis très satisfait du résultat. Allez, je vais remonter à la maison, je vais passer en voix off et puis je vais vous commenter un petit peu tout ce que j'ai pu faire lors de ce chantier. Allez, on y va, c'est parti. Donc on peut voir cette première photo, c'est une vue d'ensemble du dessous de la voiture, un petit peu après que j'avais commencé à démonter, à faire les premiers démontages. Donc on voit que le panier de la roue de secours est parti, le silencieux arrière également, la tôle par chaleur. Il y a un disque de frein à droite qui était parti. J'avais pas pu enlever celui de gauche parce que les petites vis qui tiennent à fixer le disque de frein avaient foiré. Donc voilà. Sur un démontage de train arrière, j'ai pas vraiment de conseils à vous donner. Vous pouvez très bien sortir votre train arrière avec le système de freinage encore dessus. Moi j'ai préféré l'enlever pour avoir un gain de poids. D'enlever les disques et les étriers, ça faisait gagner du poids, ça le rendait plus léger parce que je travaille tout seul, donc voilà, si je peux m'épargner un peu d'effort, je le fais. Donc j'avais décidé d'enlever le système de freinage du train arrière. Voilà. On peut voir sur cette vue-là que les cylindres blocs étaient bien fatigués quand même, enfin voilà, tout sec, dans la saleté. Globalement, c'est un secteur de la voiture qui a complètement été délaissé pendant toutes ces années, hein. Il est sale, il est sec, il est dans la souffrance, on le voit, hein, avec toute cette poussière, toute cette saleté. On voit le coude de réservoir qui est bien fatigué lui aussi. Donc voilà. Donc j'ai commencé par enlever donc le freinage, on le voit sur cette vue, hein. Donc j'ai enlevé mes chapes d'étrier, les plaquettes, toutes les pièces annexes, les protecteurs de disques, également les butées de choc, hein. C'est cette pièce en forme un peu de cône, triangle noir là. J'avais aussi enlevé tout ce que j'appelle la quincaille, hein. Donc c'est toutes ces petites pièces métalliques qui servent à tenir, donc voilà, on voit les cavaliers de flexible de frein, les pattes pour les câbles de frein à main, et puis les pattes de maintien des faisceaux de ABS. Voilà. Donc enlever le train arrière n'a pas été très compliqué, donc je l'ai rapidement posé sur l'établi, voilà, donc on voit une vue générale. Donc il n'était pas en mauvais état, hein. Les axes et les roulements étaient bons, puisque les roues à l'arrière ne faisaient pas de carrossage, elles n'avaient pas cet effet Gordini. Donc je savais qu'en démontant, j'allais pas trouver des pièces très abîmées. Voilà, donc on voit une autre vue, ça ce sont les bras sur lesquels il y a encore les moyeux. Voilà, mais bon, on constate bien que de toute façon tout était bien fatigué, hein. Le moyeu s'était recouvert d'une sorte de pellicule d'oxydation et de rouille. Voilà, les pièces se protègent naturellement, mais c'est vrai que comme ça à regarder, c'est pas très beau. Mais globalement, le train arrière était plutôt en bon état. Mais bon, c'était un train arrière qui avait quand même plus de 20 ans, donc il était temps qu'on s'en occupe. Voilà. Sur cette vue-là, on voit le flexible de frein qui est maintenu par un cavalier. Le flexible de frein, lui, il est fixé sur ce qu'on appelle la flasque de traverse.
Voilà, c'est le vrai nom chez Peugeot, cette pièce-là, voilà, sur laquelle viennent se fixer les cylinder blocks et la suspension, on appelle ça les flasques de traverse. Sur cette vue-là, on voit les cylinder blocks, bon, qui étaient vraiment fatigués et qui étaient d'origine. Hein, ça n'a pas été une grande surprise de le découvrir. On le voit avec ce 9, numéro 9, là, qui est inscrit avec les petits points là, sur le rond. La voiture est de septembre 99, 9, donc septembre 99, donc ce qui prouve bien que le cylinder block était d'origine, ils n'avaient jamais été remplacés, donc il était temps. Sur cette vue-là, on voit une vue détaillée des joints qui étaient sur la barre stabilisatrice. Donc, on voit bien qu'ils faisaient plus du tout leur travail, hein. C'était vraiment un secteur très très fatigué, complètement desséché. Donc ils faisaient plus leur rôle d'étanchéité, on le voit également sur cette photo. Donc on voit le joint noir, on en voit un autre qui est un petit peu plus grand, qui est normalement dans une sorte de mousse. Voilà, avec le palier de barre stabilisatrice, on appelle plus couramment ça un couteau de barre. Voilà, donc tout ça aussi était bien fatigué, hein. Bon, on peut voir cette vue d'ensemble. On voit le train arrière qui était encore monté, juste la barre anti-roulis qui était sortie du tube jaune. En fait, hein, cette grande barre anti-roulis, elle traverse le tube jaune de part en part. Et on aperçoit au milieu les cylinder blocks neufs que j'avais reçus le même jour que j'ai fait la photo. Voilà. Donc tout ce secteur était un peu fatigué, donc voilà, c'était le début d'une belle réflexion. Et on allait s'attaquer à présent au démontage. Allez, donc on aperçoit sur cette vue-là que j'avais commencé à démonter le train arrière. Donc j'ai attaqué par le côté gauche, qui est sorti sans souci. Donc on voit bien l'axe qui est sorti du tube jaune. La barre de torsion, elle s'est bien détachée du côté droit. Par sécurité, j'avais tout de même enlevé la petite vis avec la rondelle excentrique qui maintient la barre de torsion fixée sur le bras gauche. Dans l'éventualité où la barre de torsion aurait voulu sortir du côté gauche, mais ce n'est pas arrivé. Voilà. Le côté droit lui est sorti sans souci aussi. Donc on aperçoit sur cette vue là une vue éclatée du train arrière qui était complètement démonté, donc avec un certain nombre de pièces neuves qui sont arrivées petit à petit. Donc on aperçoit là une vue, voilà, avec les flexibles de frein, le kit de réparation SNR avec les roulements, le joint d'étanchéité et d'autres pièces. Et donc il fallait commencer par une pièce, et je me suis dit tiens bon allez, on va faire les moyeux parce que c'est petit, c'est rapide, et puis il faut bien commencer par quelque chose. Donc j'ai envoyé les moyeux au sablage en prenant bien garde de protéger les roulements, parce qu'en fait j'ai décidé de ne pas changer les roulements parce qu'ils ont plutôt bien supporté le voyage lorsque je les ai enlevés à l'aide d'un extracteur, et puis ils n'avaient pas de jeu. Donc je pars du principe que je ne fais pas de dépenses inutiles, les roulements étaient en bon état, donc je ne les ai pas remplacés. Voilà. Je me suis attaqué ensuite au ponçage du tube à la main, parce que j'ai pas trouvé de sableuse assez grosse pour pouvoir accueillir cette pièce là, donc ça a été un petit peu long. Donc j'ai ramené le tube complètement à nu, et je me suis occupé un peu plus en détail des deux pièces qui sont à chaque extrémité du tube pour effacer à l'aide d'une lime les défauts de fonderie. On voit cette espèce de ligne là qui normalement était un peu plus grossière, et là j'ai essayé de la gommer au maximum. Ensuite on voit voilà les roulements qui sont donc on voit le premier qui est à l'extrémité du tube et l'autre qui est un petit peu plus loin là-bas. Et puis donc une fois que le tube est complètement démonté, il a fallu nettoyer l'intérieur parce qu'il était il était rempli de graisse, de rouille, de saleté, donc il fallait vraiment le nettoyer. Ne trouvant pas d'écouvillon métallique assez gros, je me suis rabattu vers un objet assez atypique qui n'est autre qu'une brosse à chiottes. Voilà, c'est le seul objet que j'ai trouvé qui puisse faire le bon diamètre pour aller à l'intérieur du tube pour enlever la saleté qu'il y avait à l'intérieur. Donc j'ai fixé au bout du manche de la brosse une tige filetée, je l'ai mis au bout de ma perceuse et puis j'ai nettoyé l'intérieur du tube pour faire sortir vraiment toutes les saletés qui étaient coincées à l'intérieur du tube. Voilà. Une fois que mon tube a été propre et séché, j'ai appliqué à l'intérieur un convertisseur de rouille. On le voit, c'est ce produit bleu qui est là. Donc je l'ai mis à l'intérieur, j'ai bouché chaque extrémité du tube et j'ai fait voyager le produit partout dans le tube pour que ça vienne stopper la rouille qui était présente dedans. Bon, on aurait pu ne pas le faire, j'avais ce produit là, je l'ai fait. Ensuite, j'ai décidé de poser des graisseurs. Ceux qui voient ce petit trou ont tout de suite deviné. C'est quelque chose qui n'est pas d'origine, mais c'est quelque chose qui est indispensable. Si vous refaites un train arrière, posez des graisseurs. C'est pas le prix que ça coûte. Un graisseur, une tête de graisseur comme ça coûte même pas 1 €.
voilà, c'est un bon moyen de protéger en fait l'axe qui va rentrer dans le tube, et ça protège également les roulements. Donc voilà, vraiment, si vous faites un train arrière, faites ça, ça prend pas longtemps, faites des trous, vous faites un coup de tarot et vous vissez vos graisseurs. Là on voit sur cette vue là donc les roulements que j'avais virés du tube, qui étaient vraiment très fatigués. Sur cette vue là on voit donc les graisseurs qui sont posés, et cette couleur là qu'a le tube, c'est normal en fait. J'ai appliqué également du convertisseur de rouille absolument partout pour voilà, enlever éventuellement des morceaux de rouille qui n'auraient pas pu être retirés lors du ponçage. Ensuite je me suis occupé des bras, droite et gauche, donc pareil, hein, je les ai bavurés, tous les petits défauts de fonderie, je les ai gommés le plus possible à l'aide d'une lime. Voilà, j'ai également nettoyé la gorge dans laquelle vient se loger la petite rondelle excentrique, toutes les cannelures et également l'intérieur des axes qui sont un petit peu plus loin, parce que dans les axes du train arrière, il y passe la barre de torsion. Voilà, donc ça c'est aussi un environnement qui est très graisseux, qui est très sale, donc il fallait nettoyer. Ensuite je me suis attaqué à ces deux pièces là qui maintiennent notamment les étriers de frein et le capteur ABS. Voilà, donc j'ai refait les plans de joint pour rendre la pièce absolument propre. Et puis après ça a été assez vite, hein, il a fallu apprêter tout ça. Toutes les pièces du train arrière ont été apprêtées afin de confier tout ça à la carrosserie qui allait me remettre le train arrière en couleur pour lui donner son aspect d'origine. Alors une fois que le train arrière est parti en peinture, j'ai été libéré de cette partie train arrière et j'ai pu m'occuper donc de la partie tôlerie. Donc c'est pour ça que la voiture s'est habillée d'une bâche plastique, parce que voilà, le garage allait devenir un environnement vraiment très sale et poussiéreux, donc il a fallu protéger les voitures. Donc on voit sur cette vue là, donc voilà, une vue principale, hein, donc il n'y a plus d'arrière, voilà, tout est parti, on est vraiment sur la partie châssis. Tout est très accessible, donc voilà, on voit un peu les passages de roues. Et puis donc lors du démontage des pare-boues, j'ai pu m'apercevoir qu'à droite et à gauche, hein, il y avait un petit peu de gangrène qui avait commencé à se fixer. Donc c'était superficiel, c'était pas en profondeur, hein, mais bon voilà, il a fallu s'occuper de cette partie-là. Donc je me suis principalement aidé d'une petite ponceuse pneumatique de ce genre-là. Donc bon, j'ai pas tout fait le dessous de la voiture avec cet outil-là, hein. J'ai utilisé une meuleuse classique, mais voilà, ce petit outil-là m'a vraiment permis d'aller dans des tout petits recoins. Donc on voit ici donc les parties que j'ai pu poncer, notamment voilà, on le voit bien sur cette vue-là, c'est les points de soudure. Pourquoi les points de soudure ça rouille sur les véhicules de ces années-là? C'est parce qu'en fait, en venant les robots, lors de la fabrication du châssis, en venant pincer, chauffer pour créer une soudure, en fait ça chauffe tellement fort que le zinc présent dans l'acier brûle, il crame complètement. Et en fait l'acier étant dépourvu de zinc pile à l'endroit de la soudure, et c'est tout ce qu'il faut pour que la rouille puisse se mettre là-dedans. Voilà. Donc aujourd'hui sur les procédés de fabrication de voitures, on arrive à protéger le zinc lors de la soudure, mais il y a 20 ans c'était pas le cas. Donc on voit, j'ai appliqué mon convertisseur pour aller chercher, pour aller bloquer la rouille le plus en profondeur possible. Donc après je suis allé attaquer mon châssis partout où je voyais de la rouille, j'ai gratté. Donc là on voit une vue générale. Là on voit un petit peu plus en détail cet endroit qui est vraiment pas accessible avec une meuleuse traditionnelle, donc c'est pour ça que cette petite ponceuse à bande a été très pratique pour aller vraiment gratouiller dans les moindres recoins. Ça c'est une vue principale une fois que j'avais enlevé 90% de la saleté. Après j'ai vraiment été gratter les moindres recoins à la main partout. Le but a été d'enlever le plus de rouille possible avant voilà, d'appliquer le convertisseur de rouille. Ça s'applique au pinceau, hein. On applique partout. Voilà. J'ai fait cette opération, il faisait quand même froid, donc j'ai fini par me faire aider par un chauffage au gaz pour remonter la température du garage, parce qu'on allait passer une étape importante. Voilà, c'est la préparation du plancher. Donc là on voit sur cette vue là, j'avais complètement passé en après donc le plancher. Et puis j'avais également commencé à passer l'antigravillon au niveau des passages de roues. Donc voilà, l'antigravillon c'est ce produit là. On en trouve dans toutes les marques, en 3M, XL, là il s'avère que c'est la marque peinture de chez Renault.
et donc et de le pulvériser à l'aide de ce pistolet. Voilà, donc c'est ce produit-là qui a recouvert. Donc je l'ai pris en gris. Donc c'est ce produit-là qui donne cet effet texturé, voilà, à la tôle. On le voit très bien sur cette photo. Donc j'ai volontairement, j'en ai pas mis épais parce qu'en fait ça sert à rien d'en mettre de trop. Et puis je crois bien que nos amis contrôleurs techniques n'aiment pas trop qu'on vienne pulvériser ce genre de produit sur la tôle, parce que pour eux c'est un prétexte pour dire qu'ils ne peuvent pas vérifier ce qui se passe derrière. Donc voilà, volontairement j'en ai pas mis épais, on le distingue très bien, on voit bien les deux tôles séparées, hein. Si on en avait mis vraiment très très épais, on verrait plus on distinguerait plus les couches de métal. Donc je l'ai fait exprès de pas en mettre beaucoup. Voilà. Donc voilà, le plus dur était fait, le plus dur, le plus salissant, le plus bruyant, le plus poussiéreux était terminé. J'avais fini de gratter la voiture, j'avais fini de la prêter, j'avais fini de l'anti-gravillonner, on va dire. Voilà, donc je pouvais laisser le garage au chaud avec le chauffage afin de permettre au produit de pouvoir bien sécher et d'être prêt à l'étape suivante. Alors le dessous de la voiture étant terminé, j'ai pu ensuite récupérer le train arrière que le carrossier avait repeint, et là ça a vraiment été une très très belle surprise. Vraiment je m'attendais pas à un résultat aussi chouette au niveau des couleurs. En fait on ne s'est pas contenté de choisir un jaune et un rouge basique, on s'est aidé à l'aide d'un nuancier pour se rapprocher le plus possible des couleurs d'origine. Et là je suis vraiment content qu'on ait fait cet effort, parce que vraiment ça fait toute la différence. Il y a quelque chose que j'ai retrouvé, on la voit au premier plan, c'est la barre anti-roulis. Quand je l'ai démontée, je me suis vite rendu compte que les cannelures à l'extrémité étaient tellement fatiguées que cette barre anti-roulis n'avait plus aucune efficacité dans le train arrière. C'est-à-dire que lorsque la voiture était en appui d'un côté ou de l'autre, tout l'effort, toute la charge était supportée par les barres de torsion et l'amortisseur. Et donc je ne pouvais pas rester comme ça. Donc j'ai retrouvé une nouvelle barre anti-roulis avec de bonnes cannelures pour que le train arrière retrouve toute sa rigidité quand il est en appui. Voilà. Il y avait quelque chose aussi très important que j'ai fait lors du démontage, on le voit ici, c'est faire des petits repères à chaque extrémité des barres de torsion. Pourquoi? Parce qu'au remontage, si on ne met pas les barres de torsion et les bras au bon crantage, ça va jouer sur notre hauteur de caisse. Donc en faisant ces petits repères, j'étais sûr à 100% de retrouver la même hauteur de caisse que j'avais avant de démonter le train arrière. Donc là on voit une vue générale, le jour où j'ai remis le train arrière sur la voiture. J'avais également remis la tôle pare chaleur et le panier de roue de secours, mais je les ai réenlevés ensuite pour avoir plus de place et finir le remontage des choses annexes, donc le système de freinage entre autres. Donc la partie freinage n'a pas été mise de côté, puisque lors du démontage il avait été très difficile de garder en bon état les raccords de frein, et ce même avec l'aide d'une clé à tuyauter, c'est souvent très dur de les retirer. Donc j'ai décidé de refaire les tuyaux à neuf, c'était plus simple. En parallèle j'ai refait également les étriers de frein, donc en remplaçant les soufflets de coulisseau, en remettant de la graisse pour les coulisseaux et en remplaçant également le soufflet de piston. Donc les étriers sont vraiment maintenant en très bon état, sont repartis pour un tour. Il restait plus que donc à refaire les protecteurs de disques. Il y en a un qui était fendu, donc je l'ai ressoudé, repeint. Et puis après il restait plus qu'à raccorder le tuyau rigide à l'étrier, faire une purge bien sûr, et puis la voiture pouvait redescendre sur ses roues. Il restait à présent une dernière pièce à installer sur ce train arrière, qui est la barre anti-roulis. Alors cette barre anti-roulis, j'aurais pu l'installer avant, mais pareil, pour une question de poids, j'ai préféré la remonter en dernier, puisqu'en réalité elle n'est pas utile lorsque la voiture est sur ses roues. Cette pièce-là, elle est utile uniquement quand la voiture est en appui, donc je pouvais remettre la voiture sur ses roues une première fois sans réinstaller la barre anti-roulis. Donc cette barre anti-roulis, elle traverse les deux axes. Elle traverse entièrement le tube jaune, donc on la rentre par un côté, on refixe les paliers de barre qui sont vissés sur le bras, et puis voilà, hein, c'est tout simple. Et là la voiture était vraiment en condition pour pouvoir partir et faire un premier essai routier. Bon, et bien maintenant vous savez tout ce qu'on peut rencontrer sur un chantier comme celui-là, si vous avez envie de refaire un jour le train arrière de votre 306. La prochaine vidéo, je vais essayer de mettre une GoPro
pour éventuellement essayer de voir l'action qu'ont les cylinder blocks sur le train arrière. Hein. Donc ce sont ces cylinder blocks qui rendent le train arrière autodirectionnel. Et je vais voir si on peut réussir à filmer un peu ce phénomène mécanique. Voilà. Allez, je vais descendre la voiture de ses chandelles. Je vais enlever cette jolie housse bleue Peugeot d'origine, et puis on va aller faire un petit tour pour profiter de ce train arrière tout neuf. C'est vraiment exceptionnel, ça lui a redonné une qualité routière que je ne connaissais pas. Voilà, donc si vous avez l'occasion de le faire, la possibilité de le faire, vraiment faites-le, parce que ça vous change vraiment une 306. Allez, à très bientôt, ciao.